Eh salut mes petits canards, aujourd'hui on est au soleil, on est tranquille, on fait une vidéo étude de sol en vue d'une fosse septique. Donc on a le conducteur de pelle spécialisé depuis des générations, mon poteau Franck. On a fait des trous alors à différentes profondeurs, ça va de 1,20 m à 2 m. Et l'idée c'est de faire des sondages et de mettre des mesureurs d'aspiration d'eau par les sols. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est des bidons gradués avec au fond une petite collerette en PVC, un petit flotteur, et on mesure en fait la capacité des sols à intégrer l'eau qu'on leur impose. Celui-là il est passé, donc on note le moment où il passe, ça fait des délais, et avec ces délais-là on sait dire si le sol il est correct ou pas pour la pose d'un système d'assainissement non collectif. Tout ça c'est fait par un bureau d'études qui est un bureau d'études du sol en fait, et dans le but de donner un rapport avec des préconisations concernant l'assainissement non collectif, qui ensuite sera validé par le SPANC, qui est l'autorité de tutelle qui fait ça en France. Et une fois que le projet a été accepté et validé par le SPANC, eh bien, on peut procéder aux travaux. Et à la fin des travaux, il est à noter que le SPANC vient contrôler ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'avant de refermer les installations, avant de réenfouir l'ensemble, ils viennent contrôler que vous avez bien respecté les plans et les préconisations du bureau d'études. Voilà, donc aujourd'hui, notre mission, c'était tout simple, c'était simplement de faire des trous à divers endroits du terrain. Donc on en a fait un ici de 1,40 m de profondeur, quand on est arrivé à une strate où l'ingénieur de sol a dit c'est bon, ok, on est bon. Là-bas derrière à 2 mètres de profondeur, un peu plus loin à 1,80 m, ça dépend de ce qu'on trouve. Et avec tout ça, ça permet à l'ingénieur de décider à quel endroit vous allez pouvoir mettre votre fosse septique, et surtout l'épandage qui va avec, ou en tout cas si c'est un autre système, votre système d'assainissement non collectif. Voilà comment ça fonctionne. Et mes petits canards, une astuce incroyable. Je suis avec Thibaut, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est quelqu'un d'important et il serait reconnu. Par contre, il veut bien que je montre son outil incroyable. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est? Une petite balise comme ça, ou en orange, un petit capteur avec un affichage digital. Et ça, et c'est là que le produit est exceptionnel, c'est qu'en fait, on a 25 mètres de petits tuyaux. Ce qui permet en fait... Non, d'abord, je vais pas vous dire à quoi ça sert. Je vais attendre qu'il y en ait qui les devinent dans les commentaires. Et s'il y en a qui le devinent, eh ben, j'expliquerai la suite. Ciao. Et ouais, on se met chez moi tranquille, posé. Et là, je vais vous lire vite fait, mais vite fait, hein, rassurez-vous, mais que vous ayez tous les éléments. Ça, c'est le dossier qu'a fait l'ingénieur de sol, c'est-à-dire le bureau d'études techniques des sols, en vue de proposer une solution à cette maison-là, cette habitation-là. Si vous êtes dans cette figure, sans doute que vous allez devoir choisir un bureau d'études de sol qui va donc vous pondre une étude comme ça, qui va être proposée au SPANC, qui va l'accepter ou pas. En règle générale, ils connaissent leur métier, donc c'est plutôt en général pas une difficulté. Mais et le SPANC, en validant cette étude, ça vous engage à réaliser exactement ce qui est marqué dans l'étude. En tout cas, le SPANC peut éventuellement même parfois apporter des petits éléments complémentaires. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, je vais vous lire cette étude très rapidement, simplement les points importants, et ensuite, on retourne au chantier. Bon, pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre la lecture du dossier, d'accord, il est possible, ça dure en gros 10 minutes. Donc, vous avancez 10 minutes, et puis vous aurez la fin du chantier. Alors, une étude de sol, qu'est-ce que c'est? Donc, ça, c'est une étude qui a été pondue pour une habitation, les données de l'habitation en question. La première page, c'est le résumé complet du rapport de l'étude. C'est-à-dire que je pense que si on ne lisait que ça, eh bien, on aurait une idée de ce que préconise le bureau d'études. Qu'est-ce qui est important de noter dessus? Bon, on a tout le côté administratif, on répertorie le nom du client, l'adresse, etc. Les informations importantes qu'on résume dans cette page-là, c'est que c'est une maison avec 6 pièces principales. Il parle dans ses études d'équivalents habitants. Donc, c'est 6 équivalents habitants. Ça, c'est la catégorie par rapport
sans doute au secteur et au type d'habitation que c'est. Ce qui fait un volume d'effluent journalier de 900 litres, d'accord. Il répertorie les pentes générales du terrain pour avoir une idée de la faisabilité technique de ce type de choses. Il remet en résumé les 3 sondages qui ont été faits avec les différents, mais ça on va le voir après, les différentes hauteurs et les différents types de sols qu'on a trouvés à ces hauteurs-là. Il résume la moyenne de la perméabilité des sols qu'il a mesuré à l'aide de ces petits porchets, là, ces petits mécanismes qui permettent de mesurer la capacité du sol à absorber l'eau, d'accord. Et donc, on préconise ici une fosse 4 mètres cubes, toute eau, pas de bac à graisse, pas de poste de relevage et un système de tranchées pour l'épandage avec une surface totale d'épandage de 24 mètres carrés, 4 tranchées, d'une largeur unitaire de 60 cm et d'une longueur unitaire de 10 mètres. Ça, c'est le résumé, d'accord. Sommaire de l'étude, je vous passe, ça n'a pas d'intérêt. Le rapport préambule, c'est-à-dire le contexte dans lequel on donne la mission au bureau d'études sol de faire cette étude pour pouvoir mettre aux normes l'assainissement. Là, c'était une mise aux normes, hein, d'accord. C'était pas une création puisque la maison existait déjà. En revanche, quand vous achetez une maison qui n'est pas raccordée au système d'assainissement collectif, eh bien, vous avez une obligation de vous mettre aux normes dans la mesure où vous ne l'êtes pas. Et il faut bien dire ce qui est, la plupart du temps, on n'est pas aux normes quand on achète une vieille maison. Le cadre de l'étude, c'est-à-dire le site et la topographie du terrain avec un plan du secteur et l'emplacement de l'habitation. Petit topo sur l'hydrologie, la géologie, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ça peut en avoir, mais ça n'a pas vraiment d'importance que je vous en parle parce que ça va vraiment tellement dépendre de là où vous habitez. Le projet examen des lieux, donc là on décrit aussi le contexte dans lequel on fait ce projet. Et là, on parle donc des caractéristiques des effluents. Donc on reprend l'ensemble des pièces principales de la maison, salon, salle à manger, chambre, il y en a 4. Ça fait 6 pièces principales, soit un nombre équivalent habitant de 6 équivalents habitants, soit 900 litres d'effluents par jour. La composition du sol, 4 sondages ont été réalisés et 3 essais d'infiltration. Les 4 sondages, ils sont ici, là et là. Enfin, bon, il y en a 4 en tout. Et puis, il y a 3 essais d'infiltration qui ont été faits. Ça, c'est répertorié, c'est-à-dire qu'on sait sur le plan à quel endroit ont été faits les sondages d'une part et les mesures de perméabilité d'autre part. Résumé de ce qu'on a fait, donc là on retrouve les références qu'il y avait sur le plan et là on voit les tranchées en profondeur avec à chaque fois à quoi ça correspond. Et en gros on a 4 principales compositions du sol, c'est les galets indurés, donc ça c'est ce qu'on trouvait au fond de tranchée, là ici c'est ce qu'on voit là en gris clair. Ça c'était des galets hyper durs, collés les uns aux autres, enfin on dirait presque de la roche, mais alors que c'est des galets ronds de rivière. Voilà, c'est très très dur. Des galets millimétriques à centimétriques sur une matrice limono-sableuse, un limon argileux rougeâtre avec quelques galets calcaires centimétriques, un limon brun légèrement argileux avec quelques galets centimétriques. Bon, ça c'est de la science d'ingénieur de sol, hein. Vous n'avez pas besoin de comprendre quoi que ce soit à ce niveau-là, si ce n'est que faut comprendre que voilà, quand on faisait les trous, l'ingénieur béton, il relevait les hauteurs à partir desquelles la typologie du sol changeait, d'accord. Là, les essais d'infiltration, il en parle. Donc les essais, type d'essai, c'est des porchets. Alors je savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je viens de le lire. Profondeur de l'essai, bon, on a 3 profondeurs différentes. La formation testée, c'est du limon brun ou du galet dans une matrice limono-sableuse. La perméabilité mesurée, c'est ça qui est important. Là, on a 3 perméabilités différentes et donc en gros, il résume la perméabilité globale du terrain à une donnée moyenne. Ok. Le choix de la filière, donc ça c'est pourquoi est-ce qu'on choisit une filière projetée. Et une filière projetée, ça se présente avec un pré-traitement des eaux de l'habitation par une fosse toutes eaux avec préfiltre, une épuration et une évacuation dans le sol par un épandage souterrain avec tranchée à faible profondeur. Ça, c'est ce qui retient pour notre cas de figure. D'accord. La fosse toutes eaux, ok, elle sera de 4 mètres cubes. Ça, c'est lié au nombre à la grandeur de la maison, en fait, et puis au nombre de personnes qui y vivent, même si vous pouvez pas dire au bureau d'études, ah ben nous, ma maison, elle fait 300 mètres carrés, mais on n'est que 2 à y vivre. Il va faire comme si votre maison, si elle fait 300 mètres carrés, peut-être comme si elle comportait 8 personnes, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, évidemment, c'est pas votre utilisation de votre maison qui va compter, mais c'est la maison en elle-même. Vous pouvez la vendre un jour et il faut que la solution qui a été retenue soit la bonne. Juste là, un petit truc intéressant à lire pour se le rappeler, les conduites en amont et en aval. Pour éviter le risque de colmatage des conduites, la pente de conduite amenée depuis l'habitation jusqu'à la fosse
doit être comprise entre 2 et 4%. Donc ça, c'est jusqu'à la fosse toute eau, d'accord. Et la pente en sortie de faute doit être comprise entre 0,5 et 1%. Vous voyez, je croyais que c'était 1% moi le minimum. En réalité, 0,5 est accepté. Ici, on a les recommandations et un petit schéma de la fosse. Tiens, c'est intéressant ça. Donc, 2 tampons de visite en sommet de fosse, d'accord. Un qui donne dans le gros de la fosse et un qui donne dans le filtre. Les eaux usées arrivent ici. On a à la fois des dépôts qui vont se faire au fond de fosse, à la fois des dépôts flottants qui vont flotter. Et l'eau, pour pouvoir sortir, elle va devoir passer par un matériau de filtration ici, là, et ressortir par ce PVC là. Et là, on pense à cette ventilation qui en pratique là est la ventilation secondaire importante pour le bon fonctionnement de la fosse et puis aussi l'évacuation des mauvaises odeurs à un point en général en hauteur qui permet de pas trop être problématique. L'épandage pour le terrain, en fait c'est là qu'on comprend que la longueur de l'épandage, la surface de l'épandage va dépendre en fait de la capacité du sol à absorber. Et là dans son calcul, il faut 24 mètres carrés, soit 4 tranchées de 10 mètres de long chacune sur une largeur de 60. La distance entre les tranchées doit être de 1 mètre à 1 mètre 60. Nous, on a choisi 1 mètre. Profondeur, tout ça, on en a déjà parlé. Estimation de la difficulté, on s'en fiche. Préconisation et rappel, on s'en fiche. Les nuisances, alors là, il se décharge. Il vous explique que si demain, il y a des odeurs sur votre système d'assainissement non collectif, ce n'est pas la faute du bureau d'études. Il rappelle l'importance de la ventilation primaire et de la ventilation secondaire. Ça, si vous ne savez pas ce que c'est, il faudra vous renseigner parce que c'est très important dans une habitation. L'entretien du dispositif, on vidange la fosse quand les hauteurs de boue atteignent 50% de la hauteur de la fosse. Voilà ce que préconise le bureau d'études. Et enfin, en fin de rapport, qu'est-ce qu'on a? Les annexes. Dans les annexes, on a un petit schéma là qui reprend la fosse septique, ventilation, épandage. Et là, un petit schéma de la tranchée dans laquelle on voit qu'il y a 20 cm de terre végétale au-dessus du tuyau, un géotextile qui protège le fait que la terre végétale n'aille pas se mêler au gravier, le tuyau d'épandage diamètre 100 et les graviers 10-40 sur une épaisseur minimum de 30 cm. Le plan d'implantation, on le voit pas très bien, mais là en gros il a dessiné la zone d'épandage, la zone de la fosse septique. Et là, en fin de dossier, vous avez le dossier qui sera rempli par le bureau d'études et qui sera envoyé au SPANC. Ça, c'est le dossier qui répertorie l'ensemble des éléments qu'on a vus dans l'étude qui est là. Et le SPANC, c'est sur ce dossier-là qu'elle va accepter ou non, en lisant aussi vos études, bien sûr, mais le projet. Donc, ils vous remplissent ce papier-là et l'envoient au SPANC pour validation. Voilà ce que c'est un dossier en vue de faire un assainissement non collectif dans une habitation pour le faire valider au SPANC. Vous m'aurez compris. Voilà. Ouais, Robert, t'as oublié de dire combien ça coûtait de faire une étude comme ça à un bureau d'études. Voilà la facture, 936 € TTC. C'est douloureux. C'est douloureux. Il y a 10 ans de ça, je pense que les dossiers d'études de sol, ça valait 400 € hors taxe. Je ne sais pas si c'est l'inflation, le Covid ou les règles qui ont changé, mais ça fait une sacrée différence. Eh patron, ça va? Elle est belle ta pelle, elle est grosse, hein? T'en as une grosse, hein? Bon, fosse septique, les amis. Vous avez déjà vu peut-être normalement l'étude de sol. Et là, on attaque la fosse septique. Donc l'idée, c'est que pour l'instant, on purge la terre végétale qui est sur la zone de l'épandage. Et je vais tout vous montrer petit à petit. Arrivée du gravier drainant. Gravier drainant. Voilà, donc là, on a levé la terre végétale sur la surface de l'épandage. Et le premier camion s'en va, il y en a un deuxième camion qui va arriver. Et puis on va pas tarder à attaquer les tranchées. Deuxième camion. Tu es vraiment un artiste de la mini-pelle, hein, tu le sais. T'as vu ça? Regardez ce qu'il m'a fait. Je rigole pas. C'est beau. On pourrait construire un grand immeuble. Hein. Donc ça, c'est l'épandage, d'accord? Ces tranchées font 50 cm de profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y aura 30 cm de ces graviers-là. Dans les 30 cm, il y aura le tuyau sur les 10 derniers centimètres et ensuite 20 cm de terre végétale par-dessus. Il ne faut pas mettre plus de 20 cm. Il y a vraiment un maximum, il faut le respecter. Donc en gros, on s'est mis à 50 en fond de tranchée. Et là, il n'y a pas de pente, hein, mes petits canards. Fond de tranchée à plat et les tuyaux d'épandage à plat. Pas besoin de mettre des pentes, on n'est plus dans la catégorie de l'écoulement. Entre la fosse septique et notre épandage, évidemment, il y aura une pente minimum.
Mais arrivé dans l'épandage, on est à 0. Elle est où Pupus? Elle est où? Elle est là? Voilà, donc ça c'est une fosse toute zo de la marque Sebico, 4000 litres. Ça vaut dans les 750 € hors taxe, je crois. Ça pèse quelque chose comme 150 kg, c'est pas très lourd. 100% PVC. Et elle va aller ici. À peu près là, on va la tracer. Alors, nos achats, ils sont là. Ça, c'est du gravier 2040 d'ici. Là, on est dans la région de Saint-Martin-de-Crau. Ça, c'est des PVC. Alors, PVC beige, c'est parce qu'il y a plusieurs endroits où on va devoir créer des évents qu'on va sans doute monter dans les arbres ou sur le toit de la maison, on ne sait pas encore. Mais donc, on a pris du PVC beige pour ça. Du PVC classique gris, il y en a un peu là, il y en a là-bas. Ça, c'est pour les écoulements de la fosse jusqu'à l'épandage. Et ça, ce sont les tuyaux pour l'épandage. Donc, c'est des tuyaux qui, en partie basse, ont des évacuations pour pouvoir diffuser tranquillement l'eau dans la zone d'épandage qui est ici. Voilà. Accessoirement, on a quoi? On a un regard de départ, un regard de bouclage, d'accord? Ça, c'est pour le départ et l'arrivée. Ça, c'est les raccords. Et le reste, c'est de sarcophage, mais ça, c'est pour l'électricité. C'est rien à voir avec ça. Et on a un petit regard en plus qu'on va mettre à mi-chemin entre la fosse septique et l'épandage. Simplement un regard de visite. Si un jour, il y a un problème sur nos écoulements, on pourra y accéder par ce regard-là. Voilà. Alors, rendu la grosse pelle mécanique qu'on avait pris, puis j'ai amené la petite, la mienne. Voilà, ça c'est la fosse septique qui est dans son emplacement à peu près définitif. Donc on a fait un gros trou, on a réglé le fond avec un sable qui est un sable dit de tranchée, quoi. C'est-à-dire c'est un sable qui est insensible au niveau enfoncement à l'eau et néanmoins qui n'est pas un sable lavé qui pourrait coûter un peu plus cher que celui-là. On rentrera dans la fosse ici, on sortira de la fosse là. Et là, ici aujourd'hui, on va tirer une tranchée qui va jusqu'à notre épandage. L'enjeu sur ce chantier, c'est qu'on a très peu de pente parce que le terrain, il s'y prête, mais pas beaucoup. Donc on va devoir être très très précis sur la manière dont on règle notre pente parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. On va mettre 1 cm par mètre qui est le minimum et on n'a pas beaucoup plus. Donc en fait il va falloir être vigilant sur la manière dont on va faire. Donc on va travailler avec un laser et un petit récepteur et à tous les 3 mètres on va faire une mesure très précise pour être le mieux réglé possible entre là et là. L'enjeu c'est que ici on met pas de pompe de relevage, on aurait pu en mettre une et là on était tranquille un petit peu sur l'approche, mais qui dit pompe de relevage dit d'abord un budget pour la pompe de relevage, ça c'est une évidence. Et accessoirement aussi, qui dit pompe de relevage dit entretien, risque potentiel dans les années à venir de devoir changer les pompes, etc. Donc tout ça, ça fait beaucoup de frais. Donc si on peut par gravité amener les écoulements de la fosse septique vers l'épandage, c'est quand même beaucoup mieux. Alors voilà, donc aujourd'hui on va utiliser ma micropelle là. C'est une tonne 100 Kubota, très bien, je la conseille. C'est un très bon compromis pour les petits comme moi qui ne peuvent pas trop transporter autre chose que ça, parce que dans mon camion bench je suis limité à 1200 kg, donc en fait c'est la seule pelle que je peux déplacer en étant en règle. Donc en avoir une pour moi c'est un bon compromis, même si évidemment ceux qui en ont des grosses vont me dire ah non. Bon, enfin, c'est pas grave, vous m'avez compris. Ceux qui en ont des grosses vont me dire que c'est mieux, évidemment, mais enfin, c'est toujours pareil. Si on a une petite, et qu'on sait bien s'en servir, c'est très bien. Bon, et l'autre engin, c'est ma boîte à chenilles. Ça, vous avez déjà vu plusieurs fois des vidéos sur ma chaîne à ce sujet-là. Ça, c'est pour moi un super outil parce que c'est de la même manière. C'est un outil que je peux déplacer sur mes chantiers en étant en règle, et ça c'est un vrai sujet pour moi parce que je fais beaucoup de kilomètres dans mon métier. Voilà, allez, on la laisse chauffer. Alors la boîte à chenilles, elle va me servir à remplir les tranchées de l'épandage avec le gravier, avec le 2040. Remplir aussi le sable de tranchée autour de la fosse septique et dans le fond de tranchée pour faire mes réglages. Et ma mini pelle, elle va juste me servir à faire la tranchée entre la fosse septique et l'épandage. Voilà pour la journée d'aujourd'hui.
évidemment, la fosse, on l'avait mis 5 cm trop haut, mais on a fait ça à la va-vite juste avant de rendre la grosse pelle au loueur. Donc on est 5 cm trop haut. J'ai essayé de soulever avec ma mini pelle la fosse. En réalité, j'y croyais pas du tout, mais en fait, elle l'a soulevé un peu. Sur la fin, elle avait un peu de mal, on a un peu aidé. Mais ma foi, elle l'a fait. Petite pelle. Petite pelle, Franck, elle est bien quand même. Hein. Elle nous sauve. Donc là, je vais aller dessous et je vais régler le fond de fouille avec mon sable de tranchée à moins 5 cm de là où on est et on sera bon. Voilà. Bon voilà, on a pré-rempli le tour de la fosse avec du sable et puis on a attaqué la tranchée. Bon ben début juin à Saint-Martin-de-Croix on se pèle. On se pèle quelque chose de courir. Hein. Que je vous explique un peu, on a réglé les pentes de nos tuyaux en PVC avec ce laser là, bon, parce que j'ai pas de laser de terrassier, donc c'est un laser de plaquiste mais qui a un petit récepteur et du coup ça m'a rendu bien service dans ce cas de figure. À gauche vous voyez le récepteur là qui en fait sonne quand on passe devant le trait de laser, quelle que soit la longueur d'une part et quelle que soit la luminosité, parce qu'évidemment là en plein soleil le trait de laser vous ne le voyez plus très vite. Donc ce laser là je viens le mettre sur une pige en bois, je le pose sur le tuyau et en fait je règle la hauteur de mon tuyau au son et au petit capteur lumineux qu'il y a sur le récepteur. Le plus important, c'est les chaussures de sécurité. Alors faites pas comme moi, mettez des chaussures de sécurité. Oh, Franck, il a déjà bien travaillé, hein, tant que t'es pas là. C'est en partie au boucher et on va finir. Pour les tutos, c'est une sangle de je sais pas quoi sur lequel j'ai adapté un support de GoPro, j'ai collé, enfin bref. Attention. Et on te l'a dit que tu avais l'air con ou pas? Ah ok. Allez, pas besoin de le dire. Alors, vous avez vu ma petite pelle à chenille, elle est bien. Hein. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ce genre d'engin, il faut savoir d'abord une chose, c'est que sur ma chaîne, j'ai plein de vidéos de cette boîte à chenille. Et de l'ancienne, je sais plus, mais non, je crois pas. Donc, que la nouvelle, c'est-à-dire celle-là.
Ça sera pas la dernière parce que je vais en acheter une autre. Dès que j'en trouve une bonne occasion, je la change et je la renouvelle pour acheter une Imer. Parce que je crois que c'est encore le cran au-dessus en termes de qualité. Mais celle-là est déjà très très bien. C'est une Messersi. La référence est CH2-R. C'est un petit dumper à chenilles qui peut prendre 800 kg dans sa benne, qui pèse à la louche 800 kg, donc je peux le mettre dans mon camion benne et je suis dans les règles. J'ai aussi le module bétonnière qui se pose dessus, et donc je fais du béton, c'est ça que vous verrez sur ma chaîne si jamais vous allez voir un petit peu. Moyennant quoi, c'est un outil super efficace, donc vraiment je le conseille. Si vous êtes intéressé par ça, allez voir toutes les vidéos que j'ai mis là-dessus sur ma chaîne. Je pense que vraiment ça vaut le coup. Si vous savez que vous en avez un peu l'utilité, vous ne regretterez pas votre achat. Voilà. Moi, c'est un truc que j'ai acheté d'occasion. Hein. Bon, j'ai trouvé une super occasion. Le truc n'avait pas servi. Elle avait 10 ans, mais elle n'avait jamais servi. Je ne sais plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 10 000 hors taxe, je crois. Oh, non, 10 000 TTC, je crois. Avec la TVA récupérable. Et ouais, je crois que c'est ça. Avec la bétonnière et la benne. Voilà. Donc là, pour ce genre de chantier, ben en fait, alors évidemment, c'est mieux un Bobcat, évidemment, d'accord. Mais seulement, il faut comparer ce qui est comparable. Là, cette machine, je l'ai amenée moi-même avec mon petit camion benne sur le chantier hier ou avant-hier, je sais plus. Donc, je suis 100% autonome, je ne paye pas de livraison, je ne paye pas de location de Bobcat. Alors, évidemment qu'un Bobcat, ça aurait été plus efficace, évidemment. Mais on ne fait pas toujours ce qu'on peut, voilà. Et en tout cas, quand on a quelque chose, ben, on s'en débrouille bien. Et moi, honnêtement, je trouve que c'est un très très bon compromis. C'est un moteur essence que j'ai dessus. Dans l'absolu, si je pouvais la changer, j'achèterais la même chose, mais avec une capacité d'1 tonne et un moteur diesel, comme ça dure plus longtemps dans le temps. Là, c'est un petit moteur Honda, enfin un petit moteur. C'est le gros moteur Honda essence qui doit faire 13 chevaux, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc le principe, on est d'accord, hein, c'est que les eaux usées, elles arrivent là, enfin les eaux usées, mais post-fosse, hein, donc elles sont plutôt claires. Elles arrivent dans ce tuyau-là qui est en gravitaire, qui arrive ici. Et puis à partir de ce regard-là, là, on est partout à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un épandage. Donc tous les tuyaux en PVC sont à zéro de niveau et l'eau s'écoule doucement dans les tranchées drainantes. Pour régler notre fond de tranchée là, avec les graviers, on utilise un laser. Alors bon, il existe des lasers plus gros, mais moi j'ai que celui-là. C'est un petit qui me sert à la fois pour le placo et à la fois dans ces cas-là pour du terrassement parce que ça fonctionne. J'ai d'un côté le laser et de l'autre j'ai un petit récepteur. Alors sur le laser, en fait, c'est lié au fait que j'ai deux fonctionnalités. Une petite fonctionnalité qui correspond au laser qui permet au récepteur d'être réceptionné. Et je vais vous montrer comment on règle le fond de tranchée. Je vais tirer mon gravier comme ça. Imaginons là, je me pose la question de savoir si je suis au bon niveau ou pas. Ben, j'ai cette pige là qu'on a faite qui est réglée à mon niveau 0 en fait par rapport à ce laser là. J'allume mon récepteur, je vais me mettre comme ça et là en fait vous voyez que quand je monte, il y a un moment donné, voilà, là je croise le récepteur, je monte, je descends, on m'indique à chaque fois où est-ce que se situe le niveau. C'est très dur d'y rester hein, parce que c'est très très sensible, c'est au millimètre ce genre de choses, même sur de très grandes longueurs. Et donc là, une fois que là je vois que je suis à peu près bon, on va dire, voilà, je suis entre ce point-là et ce point-là, je regarde là-bas et là je m'observe qu'il manque 10 cm de gravier, d'accord? Donc je pose ma pige, je reprends mon... Je viens ici, je me mets là et là j'observe quoi? Voilà, là, j'observe, je suis entre les deux points et on regarde le bas. Au niveau du bas, je suis bon. Donc ça, je sais que c'est mon niveau fini. Et petit à petit, en fait, je fais un mix. J'avance entre le visuel qui me paraît horizontal du travail que je fais. Et puis, de temps en temps, un petit contrôle avec ça. C'est rapide et surtout très très fiable. Parce qu'en fait, même sur une quinzaine de mètres, là, je suis au millimètre. Hein. Bon, on n'est pas au millimètre, attention. Mais si je le voulais, je serais au millimètre.
rigoler, on va pas faire un tuto sur les regards, hein, ça c'est sûr. Bon Franck, alors tu nous expliques un peu ce regard là. T'as pas voulu t'acheter un regard, c'est ça? C'était trop lourd à porter. Donc il nous a fabriqué un regard maison. Hein. Donc là, alors, le petit canard là, pour faire un regard, c'est facile. Tout ce que vous trouvez, que vous avez sous la main, vous le mettez, voilà. Puis bon, puis ça tiendra, peut-être. Mais la réalité, c'est que dans 30 ans, il est nickel ton regard. Il n'aura pas bougé. Ah ouais. Bon, sauf s'il y avait des voitures et des camions qui passaient dessus, mais... Bon, mes petits canards, les pendages, c'est fini. Là, l'idée, c'est que avant de pouvoir tout recouvrir, là, donc là, on a rajouté donc, les 10 cm de gravier pour venir à fleur des tuyaux de partout. Ça, c'est le petit plus de la maison Periglioni. C'est simplement des petits bouchons avec un petit bouchon ici, là, pour avoir un visuel du fond de chaque tuyau, pour être sûr que chaque tuyau fonctionne bien. Dans quelques années, ce serait intéressant d'avoir un visuel. C'est le Spank qui a demandé ça, je crois. Ou le bureau d'études, je sais plus, un des deux. C'est un petit truc en plus. Genre, à mon avis, c'est pas essentiel, mais bon, certes, parfois, il demande. Voilà. Donc, regard de départ, regard de bouclage. Le regard de bouclage, il est à noter que le bouchon est aéré, d'accord. On a là notre épandage qui est réalisé. Donc, en fait, sous chaque tuyau, on a ce que je vous ai montré dans l'étude, hein, 30 cm de gravier, plus le tuyau qui est lui-même recouvert. Donc, au final, on finit avec 40 cm de gravier drainant. Et ensuite, là par-dessus ça, mais ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce que je vais vous parler de quelque chose, ce sera un bidim, c'est le rouleau que vous voyez là-bas, là. Donc un bidim qui fait 1 mètre de large, qu'on va mettre comme ça avec en remontée de chaque côté, et la terre végétale par-dessus, et on ne peut mettre que 20 cm de terre végétale par-dessus le haut de notre tuyau. Ça, c'est pour qu'il y ait une partie de l'eau qui puisse aussi s'évaporer par l'atmosphère et pas seulement de l'eau qui fasse de l'infiltration. C'est à ce titre-là qu'un épandage fonctionne correctement. Voilà. Je crois que je vous ai tout expliqué. Donc oui, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas maintenant? On ne le fait pas maintenant parce qu'en fait le spank en France, quand vous faites comme ça une installation, vous faites passer le spank avant de reboucher pour qu'il contrôle que vous avez tout fait comme il faut dans les règles. Ça, c'est la règle. Maintenant, on va faire un petit point parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que peut-être vous hésitez à le faire chez vous. Donc on va faire un petit point sur qu'est-ce que ça a coûté, d'accord? Je vais chercher Franck. Parce que là, vous l'avez compris, je travaille chez des amis. Donc on n'est pas vraiment là en mode entreprise, on est plutôt là en mode rend service. Donc c'est lui qui a acheté ses fournitures. Et nous, on lui file juste un petit coup de main. Bon, on interview Franck. Le seul problème, c'est qu'il ne se souvient pas de tout. Donc, je sais pas ce qu'on va pouvoir en tirer, on va voir. Alors, mon petit Franck, raconte-nous. Combien ça a coûté la livraison déjà de tout ce qui est poum plastique, c'est-à-dire le plastique, la fosse septique, les tuyaux d'épandage, les regards de départ, les regards de bouclage, les coudes, les raccords, les PVC, tout ça, ça a coûté 2100. 2100 TTC? Ouais. Ok. Là-dedans, il y a une fosse toute eau de 4000 litres. Ça dépendra en fait de la taille de votre maison. Donc là, c'est 4000 litres. La fosse, tu te souviens, la grosse touche 750 hors taxe. Hors taxe. Ouais, ok. Et tant qui nous attaque. Ensuite, donc 2000 combien? 2100. Ouais. Ok. Ensuite, la carrière, tout ce qui est gravier drainant et sable de tranchée. 365 €, livré 5 mètres cubes et il a fallu 15... 3 voyages en tout. Ouais, 3 en voyages. Gros. Donc, et ça c'était hors taxe ou TTC 360? J'ai pas posé la question. Ouais, bon. Allez, à la grosse touche, on va dire 1100, 1200 € de granulat. Ok. Et ensuite, on a loué une pelle. Combien de jours on a loué? 2 jours? 2 jours. 2 jours, c'était une 3 tonnes. Donc ça, 2 jours, tu as le souvenir de combien ça va coûter? 250 la journée. Bon, en gros, ouais, de toute façon, une pelle, il faut compter à la grosse touche, il faut compter livré, résumé, genre 220 € par jour, ou 230 € par jour, un truc comme ça. Ok, voilà. À ça, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Pour être exact, il aurait fallu ajouter peut-être ma mini pelle ou mon truc à chenilles. Quelques jours, 1 ou 2 jours. Voilà. 400 litres d'eau à boire. Ah oui, beaucoup de bouteilles d'eau parce que c'est un micro. Et voilà, bon, voilà, ça fait votre total, hein, les amis, ça fait votre total. À vous de voir maintenant. Alors, en nombre de jours, on a fait combien au final? 3. 1, 2, 3, 4. 4 jours? Je pense, ouais. 2 jours de mini-pelle. Ouais.
Et aujourd'hui, on était 3, donc on va dire Ouais. à 2, à mon avis, c'est 4 jours à 2. On peut dire ça? Ouais. 4 journées à 2 personnes. Voilà. Ah oui, et puis dernière chose, il faut toujours aussi que je vous donne les tarifs entreprise si jamais vous n'allez pas le faire vous, mais vous allez le faire faire à une entreprise. Il y a quelques années de ça, je dirais que dernière que j'ai vraiment chiffré précisément, ce type d'assainissement non collectif là, c'est-à-dire une fosse toute eau, toujours une liaison de canalisation qui amène à la zone d'épandage, et la zone d'épandage avec le granulat, la fourniture, la pose, tout compris en entreprise avec garantie décennale. C'était entre 8 000 et 12 000 euros hors taxe. Pour vous donner juste une petite idée du tarif. Je crois que j'ai quand même assez rarement dépassé les 10 000 euros TTC, mais bon, c'est dans ces eaux-là que se situe le prix entreprise pour ce type de travaux, en sachant que si c'est une rénovation du système d'assainissement, vous avez droit à la TVA à 10% si votre maison a plus de 2 ans, en général c'est le cas, évidemment. Donc TVA à 10% en plus du tarif hors taxe que je viens de vous donner, ok? Voilà mes petits canards, le tuto il est terminé. Alors vous allez voir quelques images, mais c'est encore le chantier parce qu'en fait avant de pouvoir faire le jardin, il faut répartir les terres sur le terrain et tout, donc ça sera pas genre propre, beau avec le gazon bien vert comme j'aurais pu le vouloir dans un monde idéal, mais c'est pas grave. J'espère que ce tuto vous a apporté quelque chose. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, ça c'est la première chose. Si ça vous a rendu service, n'hésitez pas à m'envoyer des pouces, vous abonner et des petits commentaires parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires. Si je peux, j'y répondrai avec grand plaisir. Ce que je peux vous dire, c'est que le spank est passé, donc c'était une jeune femme qui est venue contrôler, très très sympathique, très pointilleuse. Alors ça, mes petits canards, je vous le dis, je ne sais pas si c'est lié au fait que c'est Saint-Martin-de-Croix et que c'est pas mon département, on va dire, historique, enfin mon secteur géographique historique, mais j'ai jamais vu un contrôle comme ça. La petite nana, elle est venue hyper pro, avec en référence toute l'étude, en référence les plans qui étaient prévus, elle a tout contrôlé, y compris le pourcentage de pente, non seulement sur les canalisations avant fosse, mais les canalisations après fosse, l'épandage, enfin elle a tout contrôlé. J'en profite pour dire une petite chose parce qu'il y avait une petite ambiguïté et du coup j'ai maintenant la réponse, donc je peux vous le dire. Sur l'étude, il y avait un endroit où il était marqué que l'épandage devait lui aussi suivre 1% de pente vers le regard de bouclage. Ça m'avait beaucoup surpris, on avait posé la question vite fait au téléphone, on nous avait dit que c'était pas la peine. Et là j'en ai parlé avec elle, donc il se trouve que effectivement il est possible de demander 1% de pente sur l'épandage, mais que c'est pas du tout une nécessité et que historiquement on fait comme ça. Elle n'avait pas d'avis sur qu'est-ce qui était le mieux. Bon, moi ça fait des années que je fais des épandages à 0, donc voilà. Donc contrôle très poussé par contre, attention, hein, c'est-à-dire qu'elle est allée jusqu'à mettre en charge la zone d'épandage, d'accord, et vérifier que l'ensemble de la répartition dans chaque tuyau se faisait de manière équilibrée. Elle a vérifié des niveaux entre le regard de départ et le regard de bouclage. Bon, les pentes, ça je vous l'ai déjà dit, et enfin bref, vraiment tout contrôlé, donc c'est plutôt pas mal, ça va obliger les gens à faire des choses aux normes pour ne pas polluer les sols, ou en tout cas le moins possible. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Merci beaucoup de votre confiance et je vous dis à bientôt.